Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission des chansons de ma vie sur Radio J. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir quelqu'un qui fait partie totalement de notre univers, de notre monde depuis un peu plus de 50 ans. Elle s'est d'ailleurs, et ce pour notre plus grand plaisir... Déjà des années. Oh. Elle s'est invitée à déjeuner chez nous durant quelques 13 années consécutives. 13 années et 3 mois pour être extrêmement précis. Animatrice, journaliste télé et radio, chanteuse et comédienne, elle sait tout faire. Enfin, quels que soient les aléas de la vie, elle garde toujours accroché à son visage un sourire bienveillant. C'est mademoiselle Danielle Gilbert que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui au micro de Radio J. C'est trop gentil, mais dans ce que tu as dit, chanteuse, je suis pas sûre. Hein. Moi j'ai des preuves. J'ai des preuves, mais c'était du chantonnage. Hein. Écoutez, j'ai entendu des gens se faire virer d'un karaoké pour beaucoup moins que ça, donc on va quand même l'écouter. Ah non, lui, alors il a scène dès le début. Non. C'est une très jolie chanson que je repasse toujours dans Télématin au moment où vous savez, il y a des marronniers, vous le savez Daniel, en télé et en radio. Oui, et tu expliques quand même aux auditeurs que les marronniers, c'est pas des arbres. Hein. C'est les sujets récurrents, c'est les reportages. Et tous les ans, dans l'émission de Télématin du 1er ou du 2 janvier, on fait une spéciale sur les chansons de la bonne année et je repasse toujours Adieu l'année. Oui, mais c'était une chanson de Jean-Max Rivière. Tout à fait, mais ça on va l'écouter tout à l'heure. Daniel, comment allez-vous dans cette drôle de période ? Moi, je m'adapte. J'essaye de trouver chaque miette positive dans ce qu'on vit. Bon, c'est vrai que c'est pas facile en ce moment. Moi, le plus important, de toute façon, c'est ma famille, puisque j'ai perdu mon compagnon il y a 3 ans. Moi, c'est la santé de ma boule d'affection. Puis la mienne, si possible. Voilà, je pense que ça, c'est la priorité. Mais peut-être pas à la mode, quand on nous parle du Covid, on dirait qu'il y a que le Covid comme maladie, alors qu'il y a plein de maladies. Il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres malheurs, tout à fait. Oui, non, mais on nous met dans la peur. Et puis, moi, je m'adapte. Là, je fais du théâtre. Bon, je vais là où on me demande, voilà. Alors, justement, le théâtre, grosse chaleur, vous trouvez vraiment qu'il fait si chaud que ça en ce moment ? Non, mais sur le plateau, oui, hein, parce que... Une pièce de Laurent Ruquier. Oui, c'est une reprise d'une pièce de Laurent Ruquier et c'est en tournée. Et on l'a fait en tournée. Là, dimanche, on va être à Ploudolmézo, en Bretagne, pas loin de Brest. Si vous m'aviez dit que c'était du côté de Marseille, je vous aurais pas cru. Non. Et puis, je suis vraiment dans une équipe formidable et avec une production extra. Je suis avec des gens, mais super agréables. Enthousiastes, jeunes, qui travaillent bien, qui sont... Ah non, mais c'est formidable. Il y a rien à dire. C'est un bonheur, quoi. C'est un bain de bonnes... comment dire, de bonnes ondes et de bonne vie. Et le théâtre, c'est pas tout à fait nouveau pour vous. J'ai lu, je crois savoir que durant vos études secondaires à la fac, vous avez fait du théâtre en amateur. Oui, mais j'en ai fait parce que je voulais être professeur. Oui. Mais à la faculté, parce qu'on est un peu plus, on a des recherches, je voulais être maître de conférence, voilà. D'accord. Et quand j'ai fait Hippocagne, une licence, etc., d'allemand, et bien que mon papa ait été déporté à Dachau. Comme quoi vous n'êtes pas très rancunière, finalement. Non, en tant que résistant, et qu'il est revenu à 30 ans, il pesait 25 kilos, 1m75, et il est mort jeune. C'est lui qui m'a appris la joie de vivre. Il est mort en 1971. Oui. Et je venais d'arriver à Paris, quasiment. Et c'est mes parents. Maman était une réfugiée d'Alsace. Oui. Elle était à la fac de Strasbourg et mon papa était un enfant abandonné par un père très riche. Ça arrive, il avait la vie du petit chose. C'était l'être le plus joyeux et le plus charismatique que je connaisse. Et je pense que c'est lui qui nous a... Cette bienveillance, vous la tenez de lui ? C'est-à-dire que dans nos veines, à mon frère et à moi, je pense qu'on se pose pas de questions. Nous, on a vécu dans l'affection. C'est l'affection qui nous a toujours guidés. Alors, c'est pas très bon pour les affaires, je suis d'accord, car si vous voulez manger la ferme, comme on dit, vous me prenez comme conseillère financière. Bon. Ah oui, donc ça, non, il faut pas. Non, ça, je vous le déconseille. Si j'ai quelques placements à faire, je vous appelle pas tout de suite, Daniel. Oh là là, placement, c'est déjà un niveau... Non, mais on peut pas tout. Moi, c'est l'affection. C'est le partage, c'est l'envie d'aller vers les gens, et la joie de vivre. Qui est vous en fait ? Est-ce que l'on sait de vous depuis tant d'années ? Oui, mais on le doit tous les deux avec mon frère à nos parents, quoi. Bien évidemment. Mon père, avec ce qu'il avait vécu, lui, il était heureux parce qu'il ouvrait la fenêtre et qu'il respirait, avec tout ce qu'il avait subi.
enfant, puisqu'il s'est élevé dans la rue, Et abandonné ensuite, par en sa mère déportation suédoise au... Non, non, mais avant. Oui, bien avant, Ah oui, non, il a eu une vie... et c'était l'être le plus joyeux que je connaisse. Bon, Le plus positif. heureux parce qu'il respirait, heureux de se retourner parce qu'il avait une famille, ce qu'il avait jamais eu. Et mais il était en plus très très empathique et il aidait même les gens alors qu'on pouvait pas. Bon, il nous en a fait de toutes les couleurs. Hein. Une fois, il est arrivé. Il dit à maman, bon écoute, on n'avait qu'une chose, on a possédé une chose avec ma famille, c'était une voiture. Bon, alors on avait une voiture et mon papa un jour arrive et dit à maman, oui alors écoute, j'ai prêté la voiture à 2 clochards parce qu'à l'époque on disait pas SDF. Sauf que Et il leur avait vraiment filé les clés? non, pas pour rouler, pour dormir. Pour dormir, d'accord. Ah, tout de d'accord, suite, mais- pour dormir. Sauf que nous, après, on pouvait plus monter dans la voiture. Il a fallu la revendre. tellement elle était un tout petit peu... Ils en fait comme une maison, quoi. Oui, c'était leur maison. Ils s'en étaient servis. Ils s'étaient mis à l'aise. Ils s'étaient mis à l'aise, oui. Et ils avaient pris leurs aises. Mais Daniel, ça, c'était mon père. Je reviens 2 minutes à la comédie. Qu'est-ce que le fait d'être comédienne vous apporte comme sensation que les autres activités ne vous apportaient pas? Non, c'est-à-dire que le fait quand j'ai fait du théâtre amateur, c'était pour vaincre ma timidité, Oui. parce que je désirais enseigner à la fac et quand on commence, qu'on est assistante, on a des élèves en face de soi. On est en représentation. Non, mais c'est pas ça Non. du tout. C'est ma timidité excessive. Alors, je voulais vaincre ma timidité. J'avais une copine qui était au CRAD, au Centre Régional d'Art Dramatique de Clermont. Elle vous a Et dit, elle allez, m'a hop. dit, viens, ça va t'aider. Et c'est pour ça que j'ai fait en dilettante le théâtre. Et c'est là que les gens qui avaient besoin de quelqu'un pour remplacer la speakerine de la radio France Inter Clermont-Auvergne sont venus. Vous en repérez. Et ils sont venus, et bon, moi j'avais mon poste de pionne, ma bourse, enfin j'avais tout le bazar, et c'était encore les vacances, ça m'a fait mon premier argent de poche pendant 15 jours. Et au même moment se montait le centre de télé régional, et le directeur, et ça a été le seul en France, le directeur du futur Télé Auvergne, qui est devenu France 3 Auvergne, Oui. avait décidé de faire élire une des téléspeakerines par le public. Et vous avez gagné. Non, mais je me suis pas présentée, mais j'étais en train de faire de la radio. Moi, j'étais queue de cheval, jamais maquillée, blue jean, parka, basket. Hein. Et c'est Donc- ça qui leur a plu. Non, Non, même non pas. Ah, mais tu dites-nous. racontes l'histoire, toi. Je sais que je suis bavarde. Hein. Non, dites-nous, Non, dites-nous. mais c'est tout ce que je sais faire. Hein. Alors, oui, moi j'étais sur place à la radio et le premier studio télé était un studio radio. Oui. Donc il était en face et tout d'un coup ils m'ont dit venez voir, on va voir ce que vous donnez. Il y avait déjà 400 filles qui avaient posé leur candidature, ils en avaient présélectionné 43. Ah puis ils ont dit il faut vous présenter. Moi j'ai dit non. Puis après, maintenant je sais que j'aime bien les challenges. J'ai dit oui, nous on n'avait pas la télé à la maison, je savais même pas ce que c'était, quoi. Et je me suis présentée d'abord sur scène. Maman m'a confectionné ma première robe habillée en crêpe de Chine que j'ai toujours. Une robe princesse, je le dis pour les dames, parce que Frédéric, ils sont fous. Non, la robe princesse, là, j'imagine pas bien. Ça l'a jamais attiré. Non, franchement, non, je me mets rarement en robe princesse le soir à la maison. Quoique, on sait pas. Hein. Non, je vous assure, il y a d'autres choses, mais ça, non. Et donc, voilà. Et on est passé les 44 sur scène. Les 6 les plus applaudis ont été gardés. Et chacune des 6, on est passé un soir de la semaine à l'antenne en direct. Et les gens ont voté. Les Auvergnats ont voté pour moi à 70%. Et je me suis dit, je ne sais pas ce qu'ils me trouvent, mais ils m'ont. Alors, On y va. On y va. Et donc j'ai fait ça. Après j'ai été choisie dans des essais pour venir à Paris pour remplacer Anne-Marie Pesson qui avait. Alors, Daniel, si vous voulez bien, ça on va peut-être en reparler un tout petit peu plus tard. Si Il ça a vous peur ennuie pas. parce que comme j'ai quand même des heures de vol, ça va Je durer vois ça. longtemps. Il faudrait, vois ça. je sais pas, 1 ou 2 journées de. Alors là, non, mais vous savez que mon vrai challenge, moi aujourd'hui, c'est d'animer et de vous interviewer vous, parce que vous avez un tel métier et vous avez. Mais c'est pas un challenge. Si, mais- Pour moi, l'interview, de toute façon, c'est pas un c'est métier. une Moi, j'ai rencontre. jamais considéré que c'était un métier. C'est une façon d'être. C'est C'est vrai une que depuis rencontre. tant de temps, le fait qu'il y ait des gens dans la rue, partout, qui me donnent un petit bout de leur cœur, ça, c'est mon Alors petit ça, bonheur. je peux en témoigner. On s'est rencontrés en bas de chez moi il y a 2 mois. On a parlé. On n'est pas bavard du tout quand on se retrouve. Vous comme moi, on est des grands. Comment on dit, des grands. Des grands taiseux. Des grands taiseux. Merci. Voilà. En un quart d'heure, je crois qu'il y a dû une dizaine de personnes
qui sont venus Je sais pas. vous dire des choses gentilles, vous demander c'était pas tant de vous demander des autographes que de vous dire on vous aime beaucoup. Et j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Un quart d'heure dans le 15e, en bas de la maison, à tabac. Alors, oui, j'étais allé dans un magasin à côté de chez toi. Daniel, on reprend un petit peu le fil de notre histoire. C'est oui, facile. C'est quand même ton émission. Hein. Est-ce que c'est facile pour vous de rentrer dans la peau de quelqu'un d'autre? Parce que ça, c'est vous êtes Daniel Gilbert, vous êtes quelqu'un déjà, vous êtes un personnage. Non, mais on est tous quelqu'un. Moi, je suis J'entends pas. bien. J'ai pas d'image. Moi, je vis normalement. J'ai toujours été la même. Je disais d'ailleurs que l'émission, c'était une pièce supplémentaire dans l'appartement de ma vie, parce que j'étais à l'antenne comme je suis dans la vie, quoi. Alors aujourd'hui, dans Grosse Chaleur, vous êtes dans la peau de quelqu'un d'autre. C'est facile pour vous cette mutation? C'est facile cette Mais c'est pas une mutation. Non, mais ça se passe pas comme ça, le théâtre. Non, Non, t'en as fait, toi? Un petit peu, mais très mal. Je suis très mauvais comédien. Justement, expliquez-moi. Mais non, mais il faut justement pas jouer la comédie. Il faut tout est une question de s'imprégner. On joue. Et alors déjà, moi, j'aime pas lire une pièce. Hein. La lire visuellement. Lecture, non. Une pièce, c'est fait pour qu'on entende des sons, des voix. Voilà. Et en fait, apprendre le texte, c'est au fur et à mesure des répétitions, on l'apprend avec les jambes. Et les personnages se dessinent, mais ça se fait. Enfin, en ce qui me concerne, c'est on y met toujours de soi, mais moi je calcule pas. Je ne calcule pas, mais j'écoute ce que me disent les autres. Le metteur en scène, j'imagine quand même. Oui, bien sûr. On a un très bon metteur en scène, Anthony Marty. C'est la production Monsieur Théâtre avec Arnaud Sermolach. Oh, oui. Ça y est, j'ai bien dit son nom. Chouette. Il va être content. Arnaud, si tu nous écoutes. Je me trompais tout le temps. Et donc, bien sûr, on est dirigé, voilà. Et puis après, ça prend vie. Et c'est ça qui est très amusant, c'est que ça prend vie. C'est une espèce de vie une histoire qu'on vit dans notre vie et qu'on partage avec le public. Et le public est aussi un acteur. Vous en parlez avec beaucoup de plaisir. Bien sûr, mais je suis pas maso non plus. Non, mais on a l'impression que là vous avez découvert quelque chose. Vous avez découvert, c'est pas votre première pièce. Non, j'ai commencé avec Raphaël Mesrahi. Dans Monique et demandé caisse 12 au théâtre du Rond-Point. Dans un supermarché. C'était surréaliste ce spectacle. C'était surréaliste. Non, mais c'était extra. Il y a que Raphaël pour faire des trucs comme ça. Oui. Non, mais c'était vraiment sympa. Après, il y a eu Press People avec Olivier Lejeune. On a fait 3 mois au Palais Royal après la tournée. Quand même. Et puis, il y a eu Lit d'embrouille de Bruno Druard. On était 3 avec Anthony Dupré et Loïse de Jadot. Et puis là, je suis entourée de comédiens, des vrais comédiens. Jean-François Galotte, qui était déjà dans Monique et demandé caisse 12, et puis qui a fait beaucoup de choses, qui est un excellent comédien. Mais vous l'êtes vraiment aussi maintenant devenu une vraie comédienne? Non, mais je m'en fiche, moi. Je m'en fiche des étiquettes, si on me propose un rôle. Et c'est vous qui dites, il y avait des vrais comédiens. Vous êtes devenu aussi une vraie comédienne. Mais des comédiens de vocation. Moi, je prends les choses. Telles qu'elles viennent, et comme des cadeaux de la vie. Voilà. Ah oui, mais je t'ai déjà parlé, c'est pour ça que tu répètes pas du tout, expressions. Pas du tout. Alors ça, j'avais pas besoin. Mais non, mais moi, je fais aucune démarche. Mais j'ai tort, hein, je sais. Mais moi, j'ai besoin qu'on ait envie de me faire faire quelque chose. À partir du moment où on a envie de me faire faire quelque chose, moi je me donne à fond. Mais je ne peux pas dire, vous savez, je sais faire ça, alors je voudrais que vous me fassiez, je frappais aux portes, je sais pas. Daniel, d'ailleurs, c'est pas non plus un conseil à donner parce que c'est pas non plus la panacée universelle. Mais au moins, avec moi-même, je suis en accord. Le public, vous en avez besoin? J'ai besoin non. Entendre les rires, entendre les applaudissements, entendre l'émotion des gens dans une salle. Non, mais c'est pas que ça. Moi, j'ai besoin de partager avec les gens. Moi, j'ai du plaisir à partager avec l'autre. Mais en général, je trouve que le plus beau des voyages à l'heure actuelle, même avant, le plus beau des voyages, quand on a pu voyager physiquement beaucoup, et que là, on est un petit peu bridé. Ça reviendra. Eh bien, le plus beau des voyages, c'est d'aller vers l'autre et de découvrir les gens. Et on dirait que le destin m'a permis, en faisant de la télé, alors que c'était pas du tout mon but. La vie m'a donné beaucoup de cadeaux, avec des petites épines, mais c'est normal qu'on ait tous des épines. Hein. Alors justement, vous parlez de partage. Vous connaissez le principe de cette émission. C'est vous qui en êtes la rédactrice en chef. Si, on s'en est un petit peu parlé au téléphone. Je rigole. Nous
Nous allons, durant une petite heure, justement, partager vos goûts musicaux, nous promener au pays des chansons qui ont marqué votre vie. La chanson a marqué ma vie parce que j'ai reçu tellement de gens de partout, du monde entier, que c'est vrai que chaque chanson en réalité représente un moment de partage et de rencontre avec quelqu'un. Et je suis témoin que vous avez eu beaucoup de difficultés à n'en choisir que 5 ou 6, tant il y avait d'artistes et de chansons que vous vouliez mettre à l'honneur. Alors, on va commencer par votre premier choix dans ce petit parcours au pays de vos préférences musicales, avec un monument de la chanson, Monsieur Charles Aznavour. Il faut savoir pourquoi ce choix et pourquoi cette chanson-là. Je n'en sais rien, mais en tout cas, quand j'ai passé mon brevet, mes parents m'ont offert le premier mon électrophone. Je rappelle, parce que comme je date vraiment, il y avait même une partie 16 tours, mais ça n'a pas duré longtemps. Hein. Et puis j'avais demandé des disques et dedans. Attends que les moins de 20 ans ne peuvent pas te connaître. Moins de je sais pas combien. Hein. Bon, ça va, on n'insiste pas. Non, hein. je n'ai rien dit. Attendez, là, c'est vous qui et c'est vous qui me donnez la balle dans la raquette. Non, mais je rigole. Mais moi aussi, bien évidemment. La vie, c'est un chemin, qui nous amène, qu'on souhaite le plus tard possible, mais qui nous amène à dire bye bye. Hein. Bien sûr. Bon, le plus tard possible. Oui. Et chez nous, on dit jusqu'à 120 ans en hébreu. Ah oui? Ouais, c'est 120 ans. C'est pas mal, 120 ans. C'est un bon... Oui, 120 ans, si c'est pour être complètement... Non, mais 120 ans en pleine forme. Ah oui, voilà. Non, c'est pas ça. Oui, non, mais là, on a un peu tendance à croire que parce qu'on va se mettre des doses, on va être immortel. Mais je crois que l'homme, il a oublié qu'il n'a pas le pouvoir sur notre vie et qu'on ne sera jamais immortel. Bon, bref. C'est autre chose. Alors là, moi, j'avais choisi Georges Brassens, j'avais choisi Chopin et j'avais choisi... Charles Aznavour. D'abord parce que mon papa l'aimait bien et moi on écoutait la radio. Justement, vous écoutez quoi chez vous lorsque vous étiez petite du côté de Chamalières? C'était la radio, c'est tout. La radio, hein, parce qu'on n'avait pas la Radio télé. Luxembourg, Europe numéro 1. J'en sais rien, mais je sais pas moi, la radio. D'accord. La radio. Et vous avez tout de suite une appétence pour les chansons. Mon papa aimait beaucoup Charles Aznavour, on aimait beaucoup Charles Aznavour à la maison et j'ai eu envie. Et alors il avait chanté une chanson dont on parle plus maintenant, mais qui était quand même, justement, qui va très bien avec ce qu'on vient de dire. Il faut savoir. Il faut savoir quitter la table. Lorsque l'amour est desservi. Oui. Quel texte magnifique. Ah ouais, non, mais c'était très beau. Moi, ça me plaisait. Mais moi, j'aimais tout. J'aimais Garou-Gorille de Brassens. Enfin, j'aimais tout. Vous l'avez rencontré, Charles? Ah oui, je l'ai reçu souvent. Et même, un jour, on avait fait des économies sur le décor. Oui. Quand on était à Paris, puisque quand j'étais responsable, j'ai voulu aller, justement, toujours pour aller vers l'autre, j'ai voulu aller partout en France. Et aller voir les gens. Parce que les gens intéressants ne sont pas forcément connus. Qu'à Paris, oui. Et les gens inconnus ne sont pas forcément intéressants, mais les gens connus non plus. Il y a de tout. Voilà. Et quel type de client, entre guillemets, c'était quelqu'un d'impressionnant, c'était quelqu'un qui était... Non, moi je le connais depuis très très longtemps parce qu'on avait même fait une photo au tout début où j'étais à Paris, pour Télé 7 jours, pour le téléphone Visiophone. D'accord. Donc après, le FaceTime est arrivé beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, oui. Et puis, j'ai ensuite, je le recevais dans l'émission régulièrement, il venait régulièrement, je suis même allée chez sa sœur, enfin bon, bref. Aïda, bien sûr. Oui. Et Georges Garbarens. Et puis, un jour, il est venu et on avait fait des économies de décor pour pouvoir lui payer les 5 musiciens, parce que c'était une émission chichouille. Hein. C'était pas... Chichouille qui a donné sa chance à plein de gens. Oui, non, mais je veux dire sur le plan... Au niveau budget, je comprends. Au niveau budget, j'ai compris. Ça paraît insensé, mais nous, on était 4 pour l'émission. J'avais une assistante. Un réalisateur. Il y avait le réalisateur. On était très peu, quoi. Une petite famille. Par contre, les techniciens, il y en avait 60, quand on se déplaçait. Bien sûr. Et donc, Charles Aznavour est venu. Et moi, j'avais mis des chaussures plates parce que je voulais pas être trop grande par rapport à lui. Il était pas très grand. Non, il était pas très grand. Mais tellement grand par le talent. Oui. Non, mais
Alors, on s'est mis et il m'a dit, on reste debout. Parce que moi, j'aimais pas être assise. J'aime pas cette manie d'être assis. Maintenant, il y a que des hommes et des femmes troncs à la télé. C'est tout autour d'une table. Et puis, on voit plus les pieds. Moi, des fois, je veux voir les chaussures. J'ai du mal. Hein. Alors, donc, il m'a dit, on est debout. Et puis, tout d'un coup, il m'avait pas prévenu, mais et comme on improvisait beaucoup, il s'est penché. Il a dit, regardez, j'ai fait faire des implants. Il racontait tout ce qui lui arrivait jusqu'au bout. Moi, c'est une des rares personnes qui, en interview, vous disait aujourd'hui, j'entends plus vraiment bien, donc j'ai des prothèses auditives. Enfin, il disait tout ce qu'il était. Oui, mais là, c'était quand il avait fait planter des... Et alors, ce qui est amusant quand même, avec Aznavour, ça me revient maintenant, à Saverne, d'où était originaire maman, quand on allait voir ma grand-mère, on était allé au Château des Rouen, il y avait comme ça un spectacle gratuit, et moi j'étais avec mes parents, j'avais peut-être 4-5 ans, et il y avait Charles Aznavour, ancienne formule, enfin à ses tout débuts. C'est tout début, oui. C'est tout début, enfin il n'était pas connu, et on l'a vu, on l'a entendu, et il chantait, et c'est vrai que je crois que sa voix m'avait déjà interpellée, même toute petite. Alors, vous disiez qu'il osait dire des choses avant tout le monde. Il a fait partie, en 74, je crois que c'est un des tout premiers artistes à s'engager politiquement. Ça a été un des premiers artistes à faire la campagne de Valéry Giscard d'Estaing. Oui, mais lui, non, mais ce qu'il avait surtout, c'était son talent, sa façon d'exprimer les choses. C'était la personne qui connaissait, je crois, le mieux la langue française. Oui. Il aurait beaucoup de leçons à donner aujourd'hui, parce que la langue française, on la dénature, et en plus, c'est le meilleur instrument, cette langue. Et il l'a manié à la perfection. Oui, puis c'est le meilleur instrument de partage et d'écoute avec les autres, quoi. Il y a pas mieux. Il y a beaucoup franchement, des fois, même l'orthographe, on dit, l'orthographe, on a dit à une époque, c'est pas important, mais si, c'est très important. Ça fait partie de la compréhension. Et souvent, maintenant, on se dit, les gens prennent un mot, mais je parle des médias, là, je parle pas du public, on prend un mot, et puis on en déduit que, mais il faut écouter la phrase. Bien évidemment. Et moi, ce que j'aimais dans la langue allemande, c'est qu'on pouvait pas interrompre les gens, et parce qu'on attend la fin de la subordonnée pour avoir l'action. C'est à la fin, bien sûr, le verbe à la fin, tout à fait. Mais moi, ça me plaisait beaucoup, j'aimais beaucoup le latin aussi pour ça, c'était comme des jeux un peu. Daniel, une question que je ne peux pas vous poser, on parlait de Charles Aznavour qui s'était engagé en faveur de Valéry Giscard d'Estaing. Vous l'aviez reçu, vous, le président aussi, dans votre émission? Oui, alors moi, c'est spécial, parce qu'il n'était pas maire de Chamalières, parce que mon papa était de Chamalières, on était de Chamalières. Vous êtes né là-bas, je crois. Comment? Vous êtes né à Chamalières? Oui, et puis tout, et mon père, et maman, elle était donc alsacienne. Et il n'était pas maire quand moi j'étais à Chamalières. Puis de toute façon, jamais chez nous, on savait pas ce que c'était un notable. Hein. Moi, j'ai mis du temps, hein, parce qu'après je suis devenue journaliste pour dépanner à Télé Auvergne, et c'est là que j'ai commencé à savoir ce que c'était un conseiller municipal, etc. C'était tellement loin de notre univers chez nous. Et qu'est-ce que ça fait quand on voit un VGE arriver avec son accordéon, parce que Non, mais attends, faut que j'explique, parce que quand même ça venait pas de moi. C'est Martin qui, en 70, Jacques Martin, avec qui on faisait l'émission, qui a eu un show spécial à faire pour le soir. Oui. Alors il avait appelé ça les voyages de Madame Berrichon, parce qu'il était déguisé en Madame Berrichon. Tout à fait. Et moi dedans, j'étais Mademoiselle Vernet, l'institutrice, et c'est la seule fois où j'ai mis une robe de mariée. Voilà. Dans cette émission. Et il m'avait dit, un jour, il me dit, parce qu'il prenait le contre-pied de tout. Oui. Il mettait de la choucroute à Marseille. Enfin, il faisait Jacques Martin, quoi. Oui, Jacques Martin. Et non, mais même c'était un parti pris. Et alors, il m'appelle, il me dit à la fin de l'émission, il me dit, j'ai entendu que Giscard d'Estaing, parce qu'il me charriait tout le temps sur Chamalières et sur ma ville. Puis après, Giscard est devenu maire de Chamalières quand j'y étais plus. Donc, ils étaient tout le temps en train de dire Daniel, et bon. Et alors, il me dit, j'ai entendu que Giscard jouait de l'accordéon pour les personnes âgées de Chamalières. Alors, comme t'es de Chamalières, tu vas lui demander de venir jouer de l'accordéon dans l'émission. Farfelu, hein, où il était déguisé en femme. Alors moi, il me demande ça. Vous le faites? faites? Il me dit, c'est un challenge, j'appelle. Et puis, j'appelle le ministère des Finances. Il était ministre des Finances à l'époque. Oui, et puis je tombe sur une dame, et puis je lui dis, ben voilà,
Jacques Martin m'a demandé de bien vouloir demander au ministre des Finances s'il accepterait de bien vouloir jouer de l'accordéon dans une émission farfelue qui s'appelle Les Voyages de Madame Mérichon et où Jacques Martin est déguisé en femme, parce qu'à l'époque c'était quand même. Oui, c'était. Oui, mais enfin c'était une vieille dame, hein, c'était pas une pin-up, non, il n'était pas en pin-up. On n'était pas chez Michou. Michou, c'était ça. Lui, il a été un avant-gardiste, hein, vraiment, c'était. Et donc il est venu. Alors là, elle me dit donnez-moi votre numéro de téléphone. Bon, moi je me dis demain matin je pourrais dire à Martin que j'ai appelé. Il y a rien et puis voilà. Mais je l'ai fait, je peux pas ne pas le faire. Puis deux heures après, il y a quelqu'un qui m'appelle. Alors, comme à l'époque, Thierry Leluron m'appelait, puis il prenait des tas de bois pour me charrier. Et alors, je lui dis, oh, Thierry, ça va, je sais que tu sais imiter Giscard. Oh là là, arrête. Et puis tout d'un coup, au bout d'un moment, ça dure un petit moment, et au bout d'un moment, j'entends, mais c'est moi. C'était le ministre. Et c'était le ministre. Alors, il dit, je suis d'accord pour venir dans l'émission. Il avait le sens de la communication, le mec, quand même. Oui. Non, mais attends, ce qui m'a coûté très cher en 81. Oui. Faut le savoir. C'est qu'il est venu jouer chez vous. Non, c'est parce qu'il a dit, et ça a rendu fou Martin, qui m'en a voulu, à un moment donné, et il a dit, je viens, mais à condition que ce soit vous qui fassiez l'interview. Et c'est ça qui m'a coûté très cher en 80. Voilà. Daniel, tiens, je crois savoir que ce prénom vous a été donné grâce à Daniel Darieux. Oui, parce que mon papa aimait beaucoup Daniel Darieux. Et quand je l'ai reçu, je lui ai dit, je m'appelle Daniel parce que mon papa vous adorait comme actrice. Et là, Daniel Darieux, elle n'a pas été très contente, alors elle était quand même beaucoup plus âgée que moi. Oui. Hein, et elle n'a pas été contente. Ça lui a pas plu. Ça lui a pas plu. Parce que ça lui donnait un coup de vieux, semble-t-il, alors que j'étais gamine. Hein. Oui. Et puis après, elle est revenue dans l'émission. Et elle a fait je l'ai interviewée et elle racontait qu'elle faisait du crochet, qu'elle faisait du tricot. Enfin, elle parlait de choses très intimes. C'était marrant parce que moi, ça m'avait fait un peu de peine que moi, je pensais lui faire plaisir. Bien sûr, c'était pas fait du tout pour moi, tant qu'on me dit pas que c'est l'arrière-grand-mère qui m'aimait bien à Midi Première, j'accepte, hein. Daniel, vous nous avez raconté comment, de façon totalement hasardeuse, vous êtes arrivé hasardeuse. Le hasard fait bien les choses. Non, c'est des destins. C'est des choses qui arrivent. C'est le destin. Vous savez, tout est une question de moments, de rencontres et tout. Quand on fait des choses pour toi dans ta vie, c'est pareil. Mais c'est dingue de savoir qu'on a fait avoir une grande universitaire, professeure d'allemand, et on a eu une grande animatrice de télévision. Oui, grande, 1m71, faut pas exagérer non plus. C'est déjà pas mal. Il y a quelqu'un dont vous ne nous avez pas parlé dans vos débuts, qui, je crois, vous a donné aussi une première chance, c'est Max Favalelli. C'est-à-dire que quand j'étais à Télé Auvergne, oui. Ils ont Monsieur Plancher, qui était un ancien colonel en retraite et qui s'occupait des téléspeakerines à l'époque, avait demandé à toutes les stations régionales d'envoyer les animatrices. Moi, j'étais déjà devenue journaliste, oui. Mais j'étais pareil, parce que je faisais aussi, on faisait un peu tout, c'est ça qui était sympa. Il y avait pas trop de cases comme maintenant, hein, parce que maintenant, faut pas marcher, faut pas sortir de la case. Oui, on est très, oui, non, mais même très encadré. Non, mais c'est la société qui est comme ça aussi. Et donc, il m'avait. Alors, j'y suis allée à Paris parce que Monsieur Plancher cherchait quelqu'un pour remplacer Anne-Marie Pesson, oui. Quand elle attendait son bébé. Et il a mis nos bobines, une centaine de bobines dans une bobine, parce qu'à l'époque c'était des grosses bobines. Oui. Et puis 1 an après, puis c'est resté lettre morte. Elle n'a pas été remplacée, Anne-Marie Pesson, et qui était une fille adorable. Et ensuite, Max Favalelli avait été lâché par sa présentatrice. Oui. Et il est allé voir Monsieur Plancher, il est allé voir le patron des speakerines en disant, je suis embêté parce que ma présentatrice m'a lâché et je cherche quelqu'un. Il lui a dit, regarde dans cette bobine, on sait jamais.
et ils ont regardé à plusieurs avec, je sais plus, il y avait des réalisateurs, des machins. Ils ont regardé toute la centaine d'essais. Et là, ils ont dit, ah ben tiens, Favalelli et l'équipe, ils ont dit, ben tiens, elle pourrait nous convenir. En plus, comme j'avais fait, une licence d'allemand, ça, comme c'était un monsieur un peu cultivé, il aimait bien. Et les chiffres et les lettres durant des années. Non, et puis il était, je sais plus, il faisait des mots croisés, je crois. Il avait commencé critique. Et c'est là, en fait, où il y a une grande différence avec vous. Et c'était là où je voulais en venir. Vous avez toujours été vraiment sur la bienveillance. Je ne vous ai jamais entendu mettre à mal dans une interview un artiste. Lui, je ne sais pas si vous avez lu les premières critiques qu'il a signées, notamment une critique qui est devenue célèbre maintenant. À chaque fois qu'on évoque Jacques Brel, on sort la critique de Max Favalelli. Et dans les années 50, où il conseillait à Monsieur Brel, c'était écrit comme ça, je rappelle à Monsieur Brel que le soir, à la gare du Nord, il reste des trains pour repartir en Belgique. Il était assez féroce. Il a dit ça ? Bien sûr. Ah, moi je connais. Non, mais à l'époque, c'était déjà un monsieur d'un certain âge. Il était très bienveillant, très cultivé. Enfin, c'était. Non, il avait une plume. Enfin, c'était quelqu'un qui était connu pour avoir son. Oui, son mais on n'a pas. C'est parce que c'est une question de tempérament aussi. Et moi, je pourrais pas. Moi, ce qui m'intéresse, je peux. Quand quelqu'un est méchant ou des choses qui me déplaisent beaucoup, je peux, de manière bienveillante, balancer. Ça, c'est sûr. Mais quand je reçois des gens. Ce qui m'intéresse, c'est le côté positif chez l'autre. Bien sûr. Moi, de recevoir... C'est de mettre l'autre en lumière. De le mettre en valeur. Bien évidemment. Voilà, c'est tout. J'imagine que vous aviez une pression dingue à l'époque. C'était vraiment l'émission qu'il fallait faire. Dans un plan de promo pour un nouvel album, pour un nouveau 45 tours. Mais j'avais aucune pression. Hein. Non, moi j'avais que du bonheur. Des attachés de presse. Vous deviez être extrêmement sollicité. Oui. Alors pendant 6 ans, c'est pas moi qui faisais le programme, puisque c'était Georges Folgoas. Oui. Et qui était le producteur. Et puis programmateur. Martin a arrêté au bout d'1 an et demi. Parce que Martin, c'était spécial. Il était doué pour tout. Oui. Presque pour trop de choses. Il chantait super bien. Donc, on avait droit à une chanson chaque émission. Oui. Mais il a fait ça jusqu'au bout, avec l'orchestre de Bob Kibel. Et tous les dimanches, on y a eu droit aussi. Avec l'amiral et tout. Oui, il l'a fait tout le temps. Et puis, il était... ce qu'il avait de merveilleux et de très moderne, c'est que moi, c'est là où je me suis rendu compte que j'adorais improviser, c'est que il arrivait, on savait pas ce qui allait se passer, et c'était génial parce que c'était de l'improvisation. Et tout d'un coup, non, il était extraordinaire. Et puis alors, il avait envie d'aller sur scène. Il voulait plus être présentateur. Et puis il avait joué la Belle Hélène. Il avait voulu faire un film. Enfin, il savait tout faire, ce qui fait que il allait un peu partout. Mais vous présentez une émission avec un type, comme vous le dites, on a eu le bonheur de le rencontrer et de travailler avec lui, vous comme moi. Travailler avec quelqu'un... Lui, il était déjà connu quand Georges Folgoas a fait appel à lui pour présenter, puisque moi on m'a récupéré comme collaboratrice artistique, puis il a fallu que je dépanne parce que l'animatrice qu'ils avaient prise le premier jour n'allait pas. Voilà. Mais quand vous avez été en duo avec lui, avoir votre place et garder cette place, garder votre périmètre, ça n'a pas dû être évident avec un type mais aussi. Moi je cherche rien. J'ai jamais cherché. Moi je vis à l'instinct. Pour le travail, pour ces choses-là. Mais je cherchais pas à avoir un périmètre. Des fois, on me disait, oh, mais quand même, t'es la deuxième. Mais je disais, mais c'est un truc normal. Je me sens très bien. Je n'ai aucun état d'âme. Je ne calcule pas. C'est-à-dire que je ne calcule pas. D'ailleurs, je calcule pas assez, ça c'est sûr. Mais maintenant, c'est trop tard, alors, Et c'est lui qui vous a baptisé la Grande Duduche en Non, référence. mais il m'a pas, c'est pas lui qui a trouvé la Grande Duduche. Dites-nous. Parce que d'ailleurs, on avait eu le plaisir de recevoir, Cabu. Oui. Car Cabu avait sorti une bande dessinée qui s'appelait Le Grand Duduche. Tout à fait. Lui, comme moi, on recevait tous les livres, tous les disques et tous les machins. Et il a regardé cette bande dessinée un matin. Et tout d'un coup, ça l'a pris au milieu de l'émission. Le Grand Duduche, il m'a appelé la Grande Duduche. Et c'est resté, ça a traversé les générations. Mais parce que c'est comme ça, quoi. Mais c'est drôle. Mais c'est drôle. Mais moi, je trouve ça très bien. Et j'ai vu aussi pour les vêtements. On me donnait à l'époque beaucoup de vêtements. Oui. On donnait des vêtements et puis il y avait pas le marketing actuel, quoi. C'était artisanal. Et un jour j'avais un truc, mais
un truc, mais vraiment qui valait rien. Et alors, ceux qui répondaient aux téléspectateurs, pas au téléphone, comme il n'y avait pas encore les SMS, oui. Hein, et loin de là, eh bien, m'avaient appelé en me disant, mais dites-nous où vous avez trouvé votre tenue. C'était un machin, mais vraiment de la pâte, hein. C'était une espèce de chemisier qui faisait un peu russe, rouge, bon, et puis qui était du synthétique, enfin, qui coûtait 2 francs 6 sous. Et ils m'ont demandé, parce que ils disaient, plein de gens nous appellent, ils voudraient savoir où vous l'avez trouvé, ou d'où ça vient, quelle est la marque. Vous avez lancé une mode. Mais non, mais pas du tout, c'est pas ça. Mais c'est que je portais plein de trucs et ce truc-là avait marqué. C'est des choses comme ça, comme la grande Duduche. Bon, ça a marqué, mais allez savoir pourquoi. Le subconscient collectif, tout d'un coup, s'en empare. Et quel souvenir vous gardez de Jacques Martin? Oh ben, des très bons souvenirs. Hein. Mais alors, il y a un truc que j'ai fait, c'est que on faisait l'émission ensemble et une année, enfin la première année d'ailleurs, ils ont eu avec Georges Folgoas, on leur a donné un show à faire, oui. Tous les samedis de l'été pendant 2 mois. Et il a voulu, alors évidemment ils m'ont proposé de le faire pour garder le duo Daniel Bien et sûr. Jacques, voilà. Alors moi dans ma tête, on voit comment je suis calculatrice, hein. J'ai dit non. Je dis les gens ils me voient déjà toute l'année, ils vont en avoir marre de moi et je n'ai pas fait ce show le soir. D'accord. Et pour avoir le côté Daniel et Jacques, ils ont cherché une Danielle et ils ont pris Daniel Evenou. Et c'est comme ça son épouse. Et qui est, enfin, oui, et qui a fait 2 enfants, voilà. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Mais c'est assez marrant. Et moi, j'étais assez bébête de pas accepter. Mais bon, moi, je voulais pas lasser les gens. Daniel, en septembre 2007, dans la cathédrale de Lyon, nous n'étions pas très nombreux artistes à accompagner Jacques jusqu'à sa dernière demeure. Ça vous attriste de voir à quel point on oublie vite les gens dans ce métier? Non, mais pas du tout. Il y avait 5000 personnes dehors. Et tu te rappelles pas, il y avait les barrières et tout. Je parle des gens du métier, Daniel. Mais les gens du métier, ils ont pas le temps. C'est très prenant comme métier. D'abord, c'est un métier, en général, de papillon, de libellule, de funambule. Alors, il y a des moments où on travaille, des moments où on travaille pas. Quand c'est des vrais créateurs, la création occupe toute leur tête. Je veux dire, c'est pas... C'est quand même quelqu'un qui a terriblement compté, Jacques. Et souvenez-vous, on s'était fait cette réflexion au sortir de la messe. Non, même pas. Non, il y avait peut-être pas beaucoup de monde en plus. Je parle pas du public, je parle des gens du métier. Non, mais c'était à Lyon. Mais moi, ça empêche pas les gens. Moi, je vais pas dans les enterrements. Je suis allée à celui de Jacques, parce que Jacques, c'était quand même ma famille de télé, quoi. Bien sûr. Mais je n'aime pas les enterrements de personnes connues. Et Dieu sait que c'est parti. Moi, j'étais très amie avec Coluche et tout. J'y suis pas allée parce qu'un jour, quand ça a été l'enterrement je suis allée à celui de Claude François. Oui. Et un jour, quand ça a été celui de Thierry Leluron, qui était un ami que j'aimais énormément, on m'a donné une invitation. Comme si c'était... Un bal. Non, pas un bal, une générale. Ou la dernière, quoi. La dernière représentation, c'était parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de générales, on était invités, on allait voir les gens. Les copains sur scène, bien sûr. Voilà. Et donc, c'était un moment de bonheur de voir ce qu'il donnait, quoi. Parce qu'un artiste, normalement, c'est très généreux. Et donc, et là, quand j'ai vu qu'on m'a donné un ticket, j'ai dit, mais c'est pas possible, il n'y a pas de place, on va pas me placer pour accompagner un ami. Oui, mais on l'accompagne aussi par la pensée. À partir de là, j'ai dit, je vais pas dans les enterrements comme ça où on est filmé et forcément on a l'air de se montrer et tout. Et forcément il y a des photos et forcément ça me plaît pas. Voilà. Par contre, ça m'empêche pas d'avoir les gens dans mon cœur. Bien sûr. Daniel de Jacques, vous avez choisi de réécouter Mademoiselle Angèle. Oui. Pourquoi cette chanson? Racontez-nous. Parce que elle nous a tellement, elle a tellement animé nos midis qu'avec Jacques Martin que je pouvais pas l'éviter.
Ça me rappelle Martin. Et c'est une chanson traditionnelle à la base. Ah mais quand il s'est mis à la chanter, puis lui il avait une façon de la chanter qui était quand même marrante, très marrante. Moi c'était un plaisir quoi. Moi c'est pas un métier hein. Faut pas qu'on se leurre quand on fait pas un métier où on est connu par beaucoup de monde. Pour moi c'est pas un métier, c'est des façons de vivre des choses. C'est vrai que moi j'estime que j'ai eu beaucoup de chance malgré tout ce qu'on a pu me faire, malgré plein de choses dans le métier, j'entends. Hein, j'entends bien. Mes petits bonheurs, c'est les gens, c'est tout. Et puis les rencontres, et puis j'ai découvert des choses que je n'aurais pas découvertes si j'avais été prof. Enfin, il y a plein de choses, quoi. Et c'est l'humain, moi, qui m'intéresse. Et vous n'auriez pas chanté Mademoiselle Angèle? On l'écoute? Chanter... en tout cas, apprécier. On l'écoute. Oui, écoutez. Je frappe au numéro 1. Je demande Mademoiselle Angèle, la conscience. Moi, le coup de Martin, je te jure, j'étais sur le cul de voir. On n'était pas nombreux, honnêtement. Je parle pas du public. Oui, non, mais je sais. Mais il y avait Gérard, Macias, Frédéric François. Oui, mais parce que il y en a qui pouvaient pas venir et tout. Mais non, c'est pas ça. Cherche pas. Toi, tu cherches un peu. Non, je cherche pas. Je pense qu'on oublie vite les gens. Non, les gens sont pas oubliés. Arrête. Bah, les gens, on les oublie pas. C'est pas vrai. Mademoiselle Angèle, le choix de Daniel Gilbert. On continue à discuter. Les chansons de ma vie. Daniel, dans les chansons de Daniel, dans les chansons de votre vie, vous avez choisi une chanteuse qui, elle aussi, a fait comme vous des études d'allemand, une licence d'allemand, je crois, vous et beaucoup plus loin, c'est Françoise Hardy. Et vous avez choisi de réécouter d'elle Tous les garçons et les filles de mon âge, son premier grand succès. Oui, parce que je l'ai écouté quand j'étais une gamine. Hein. Je savais pas qu'un jour je ferais ce métier, là. Et elle évoquait quoi pour vous cette chanson? C'était elle évoque mes 16 ans ou mes 17 ans. Voilà, en vacances. Je me souviens, on nous avait prêté au-dessus de Clermont, c'était un bâtiment de ferme qui était bien aménagé. Puis on était là en vacances avec mes parents. Puis il y avait une copine qui habitait dans la maison principale. Et puis voilà, ça m'évoque un petit peu un temps d'insouciance. Et ce temps d'insouciance, j'espère qu'on va pas trop l'enlever aux enfants de maintenant et de plus tard, parce que j'ai l'impression que l'insouciance, elle se réduit. Elle se rétrécit de plus en plus. Et on en a quand même besoin. Et Françoise Hardy, vous l'avez rencontrée, vous l'avez interviewée, mais avec Jacques Dutronc aussi, je crois. Jacques Dutronc, je l'ai reçu beaucoup, et puis c'était vraiment agréable. D'ailleurs, un jour, j'ai reçu Jacques Dutronc avec mon idole quand j'étais étudiante et que j'allais voir dans les garages Simca où il passait et on était tous debout à l'écouter. Eh bien, c'était Georges Brassens. Georges Brassens. Oui, et ça c'était mon idole. Et mon frère, qui a 9 ans de moins que moi, c'est aussi son idole. Enfin, idole, ça veut rien dire. Hein. Je dis ça comme ça. Non, mais je veux dire quelqu'un qu'on aime énormément. Et moi, Georges Brassens, il m'avait demandé, avant que je le reçoive, au tout début où je suis passée, où j'étais à Paris et avec Martin, il m'avait envoyé une petite carte postale que j'ai perdue évidemment parce que l'ordre n'étant pas ma première qualité et je m'en veux beaucoup. Et bien, il m'avait envoyé une petite carte en me disant qu'il m'aimait bien, qu'il regardait l'émission. Moi, Georges Brassens, c'est quand même pas mal. C'est une légion d'honneur, ça quand même. Ah non, mais là, et puis surtout que je venais d'arriver et tout, et c'était vraiment le chanteur que enfin, il y en a d'autres. Hein. J'aime les artistes. Moi, j'aime beaucoup les artistes. Ça s'entend. Mais je les aime énormément. Et j'aime beaucoup aussi ce qu'apporte un artiste, c'est-à-dire le non-dit. Parce qu'en jouant avec les mots, que ce soit dans les poèmes ou que ce soit de la poésie, j'aime beaucoup aussi, ou que ce soit dans les chansons, on découvre des choses. Et moi, j'aime beaucoup la porte entrouverte sur le non-dit. Parce que le non-dit, c'est très important dans tout ce qu'on fait. Voilà. Bon, enfin bref. Alors, une chanson qui n'a pas forcément de non-dit, parce que le message est très clair. La solitude de l'adolescente des années 60. Françoise Hardy, Tous les garçons et les filles de mon âge. Pour vous, Daniel, on l'écoute. Tous les garçons et les filles de mon âge. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Daniel, je vous entends chanter comme ça au micro, mais on ne le sait pas forcément. Vous aussi, vous avez chanté. Oui, enfin, j'ai des preuves. Oui, non, mais je sais, mais si on pouvait les laisser, les preuves. Parce que... vous avez enregistré et quelques 45 tours, et un qui a vraiment marché, qui a été classé au hit parade à l'époque. Je sais, mais bon. On peut l'écouter un petit peu. Je voudrais dire quelque chose sur Françoise. Allez-y. En plus, à l'époque, je me disais, mais elle est tellement
tellement jolie, tellement plus que jolie. Enfin, je trouvais qu'elle avait Une un élégance. style. Elle avait un style. Elle était d'une modernité. Il y a et elle fait partie comme Bardot. Bardot, elle a révolutionné. Bien évidemment. Elle a tout révolutionné parce qu'elle était naturelle. Faut dire que C'est des elle femmes qui ont marqué l'histoire de la féminité, bien sûr. Oui, oui. Et puis, il faut dire qu'elle avait quand même quelques atouts. Hein. Oui, C'était quand même on la peut le plus dire comme belle. ça. On peut dire que c'était quand même la plus jolie Et femme. justement, alors là, vous me donnez un lien, Daniel. Vous me parlez de Brigitte Bardot. La chanson que j'ai envie qu'on entende pour nos auditeurs, elle a été écrite par l'auteur de La Madrague, l'auteur de Brigitte Oui, Bardot, mais qui m'avait- Jean-Max Rivière. Oui, mais il m'avait contacté. Bon, ben, j'ai dit oui. Il vous a écrit ça, on l'écoute. Allez, on l'écoute. Je vois que ça reste un excellent souvenir pour vous, Oui, Daniel. puis il y a quelqu'un d'autre qui est comme toi, c'est Jacques Pessis. Chaque fois que je le rencontre, il me dit pas bonjour, il chante adieu l'année. Adieu l'année. Mais ça a été un succès. Écoutez, ça. En tout Ce qui cas, m'a ça. fait plaisir, j'étais avec des enfants et tout, c'était sympa, quoi. Mais écoutez, la preuve, on l'écoute toujours avec plaisir. Ah oui, c'est sûr qu'on n'écoute que ça. Hein. Daniel, dans vos émissions, vous avez souvent ouvert la porte et fait faire leur première télé à des débutants. Si je vous dis le groupe Taifong, ça vous évoque quoi? Non, mais moi, il y a plein de gens. J'ai eu aussi Bachung, qui est venu, j'avais fait comme un jeu de la chance pendant une semaine. Bachung, à l'époque où il chantait des chansons d'amour, où il était produit Ou par non, Claude François. non, mais même, c'était un jeune qui envoyait ses cassettes, hein. C'était pas. Non, mais imaginez Bachung produit par les disques Flèche et chez Claude François, c'était quand même aussi. Oui, non, mais il n'était pas produit, là. Il était vraiment débutant, t'étais d'accord. avant, oui, non, je t'ai déjà dit, j'ai des heures de vol. Alors, ça a beaucoup de Ça se voit pas. désavantages, Ça se voit- mais ça a des avantages. Vous ne le faites pas du tout, Daniel. Alors, Taifong. Taifong, je les ai reçus en 76 au château de Bussé, à côté de Vichy dans l'Allier, Oui. où je faisais l'émission. Donc, j'étais responsable. Et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois Jean-Jacques Goldman, qui était le chanteur. Le chanteur et je crois le compositeur de la chanson. Oui, bien sûr. Sister Jane. Sister Jane, oui. Qui a été un énorme Un tube. énorme succès, mais lui, c'est un magicien. Goldman, c'est un magicien. C'est quelqu'un qui a toujours la note juste, le mot juste. L'élégance en plus, c'est Oui, l'élégance. et puis surtout l'inspiration, parce que il a un truc, quoi. Ça s'appelle le don. Et puis je pense qu'il a marqué vraiment l'avènement d'une nouvelle génération. Jusqu'alors, les chanteurs étaient souvent des chanteurs à paillettes, des chanteurs un peu show-off. Lui, avec Balavoine, avec Michel Berger, ça a vraiment été une autre façon. Non, mais ce qu'il y a de marrant, c'est que même dans les chanteurs à paillettes, même quand c'était le moment des idoles, des chanteurs à paillettes, etc. Bon, il y avait Françoise Hardy qui était pas paillette. Effectivement, qui était Non, un petit peu à contre-courant. Oui, mais il y a toujours des gens. Il y a tout. Mais là, c'est vrai que quand il a fait sa première chanson, et je l'avais présenté pour une première radio libre. Il suffira d'un signe en 1980, ça c'était. Oui. Et je l'avais présenté 2 ans après, je crois, à Chambray-les-Tours. Oui. Et il y avait une radio libre, et il y avait 32 vedettes, et on m'avait demandé de présenter les 32 vedettes, dont Jean-Jacques Goldman, débutant. dont Michel Sardou, que je connaissais bien, dont plein de gens, quoi. Daniel, vous aviez le nez pour repérer tout de suite les futures vedettes lorsque vous les receviez. Vous aviez ce pif de dire, lui, ça va le faire. Non, mais je cherchais pas. Je Non, mais- cherchais pas à avoir le pif. D'ailleurs, Non, mais- si j'avais pu changer le mien, j'aurais changé. Non, et j'imagine que, ayant reçu autant d'artistes, Non, mais c'est vous vrai deviez que vite je sentir ce qui était. Non, mais je me Pas de métier, là, je parle de vos émotions. Oui, mais c'est uniquement mes émotions. Mais je me disais, tiens, cette chanson m'emballe. Et l'après-midi, d'ailleurs, les maisons de disques regardaient beaucoup l'émission parce que l'après-midi, s'ils vendaient 4000 disques, C'est que c'était c'était un parti. tube. Voilà. Et 4000 disques dans l'après-midi, aujourd'hui, on les fait pas dans l'année. Hein. C'est des chiffres qui En laissent ce qui me rêveur. concerne, ça doit être vrai, hein. C'est particulièrement vrai. Non, il y en a qui non, mais c'est plus du tout la même chose. Bien évidemment, c'est un C'est temps. pas la même C'est chose. un temps totalement différent. Et puis il y a les connexions. Il y en a qui font des millions de connexions avec des chansons. Enfin, on est dans un monde virtuel. Faudrait peut-être qu'on reste un Rien petit ne peu dans le remplacera monde jamais- normal. Rien ne remplacera jamais l'acte d'achat qui était vraiment un acte de soutien Quel à bonheur l'artiste. d'avoir les vinyles. Et d'ailleurs, ils reviennent, hein, les vinyles. Ils reviennent en force. Tiens, Daniel, vous qui êtes doué pour les langues, je suis sûr que vous savez ce que veut dire en vietnamien Taifong.
Non. Je suis sûr. Non, Non. Mais en japonais, je peux te dire domo arigato. Alors, Taifong, c'est Génie du vent. Génie du vent, une chanson composée par un génie, Monsieur Jean-Jacques Goldman, Sister Jane et le groupe Taifong. C'est le choix de Daniel Gilbert dans les chansons de ma vie sur Radio J. Et j'aimais bien aller le voir sur scène aussi. Mais la première fois qu'il était passé, c'était amusant parce que la première fois qu'il est passé, il avait déjà, tout de suite, il a marqué, Bien tout sûr. de suite, un succès extraordinaire. Mais il essayait de se mettre en retrait parce qu'il voulait que ce soit groupe. Il voulait pas être le chanteur avec ses musiciens. Et moi, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien la notion d'équipe aussi. Il a toujours eu cette humilité-là. Daniel, vous l'avez souvent évoqué avec beaucoup d'émotion. Vous l'avez écrit dans votre livre « Je reviendrai », paru en 1984. Oui, vous voyez, je suis pas revenu. Hein. Il faut pas me demander de regarder dans une boule de cristal. Vous avez vécu votre éviction de la télé comme une véritable injustice. Non, mais c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que, bon, quand la gauche est arrivée, c'est vrai que d'avoir fait jouer de l'accordéon, sauf que si j'avais été amie avec Monsieur Giscard d'Estaing, je serais revenue à la télé. Ses amis qui avaient été virés, on sont revenus à la télé. Bon, pas moi. Personne, comme moi, personne m'avait aidé pour faire ce métier, pas du tout. Si. Le plus important, le public. Mais le public n'est pas un atout dans ce monde-là. L'essentiel. Faut le savoir. Et c'est un peu le miroir aux alouettes. Donc, moi, on m'a montré la porte de sortie. J'ai eu tellement de témoignages que ce qui comptait pour moi, c'est de pas avoir été, j'avais des millions de téléspectateurs, Oui. Ça dépassait les 10-12 millions. Et si j'avais quitté l'émission, si on m'avait fait quitter l'émission, parce que le public Ne vous voulez plus, ne me voulait plus, j'aurais été très malheureux. ce qui n'était absolument pas le cas. Et là, pas du tout. D'ailleurs, 3 jours après, j'allais au restaurant où on voyait beaucoup de gens, un restaurant chinois. Et alors, il y en a qui me disaient, puis d'ailleurs les journalistes me disaient « Ah, mais vous devez avoir de la rancune, de l'aigreur, de la revanche. » Mais je leur disais, déjà à l'époque, et je le dis toujours, ne me jugez pas d'après ce que vous feriez ou ce que vous ressentiriez à ma place. Moi, j'ai mon fonctionnement, vous me parlez du mien. Eh ben, je vous donne le mien. Je m'occupe pas de celui des autres. Eh ben, je n'ai ni rancune, ni rancœur, ni aigreur, ni... C'est pas vous, ça. C'est pas vous, ça. Ah ben non. Et puis, de toute façon, les gens, quand ils sont aigris, jaloux, envieux... C'est atroce. Eh ben, c'est atroce pour eux. Et pour les autres aussi, parce que parfois c'est un peu... Non, mais moi, je trouve que... Enfin, moi, quand on me parle de moi je préfère parler des autres, mais là, on me fait parler de moi, moi, je suis très basique, moi. Je suis Justement, très Daniel. primaire. Moi, je suis très primaire en ce qui concerne la vie. Vous avez rebondi. J'aime très, la très vie, vite. j'aime les gens, et j'essaie Vous de... détestez vous laisser aller. Où est-ce que vous avez trouvé en vous cette force vitale qui vous a aidé dans cette période-là à repartir très vite et très fort? Parce que ça vient d'où, ça? Et c'est votre papa? Non, mais c'est tout. C'est tout. Puis c'est une question de caractère aussi. Quand moi, tout ce qui m'est arrivé, pour moi, c'est du bonus en pensant à la vie de mon père. C'est ce que j'étais en train de Qui est dire. né à 6 mois, sa mère suédoise, après, il y a eu le divorce avec le fameux papa, qui s'appelait Gilbert, mais je peux pas dire ce qu'il est par rapport à moi, et qui était très riche, un notable de Clermont et tout. Et la maman, elle a eu la garde de son fils. Sauf qu'elle a préféré la Suède et elle a confié son fils à la grand-mère. Et quand la grand-mère est partie, eh bien, le père de mon père ne s'est pas occupé de lui, et du tout, alors qu'il aurait dû. Oui. Ça a été un scandale à Clermont, et il a été recueilli par des paysans à 6 ans, à Manson, au-dessus de Clermont, et c'est pour ça sans doute que j'ai fait la ferme célébrité. C'est un autre épisode de votre vie. Nous sommes sur Radio J, une radio culturelle et cultuelle. Une carrière, une vie s'est fait de plein et de déliés. Dans les moments les plus difficiles de votre vie, la spiritualité, c'est quelque chose qui vous a aidé. Quel rapport vous entretenez avec ça? Moi, ce que j'ai, c'est que de toute façon, je me laisse pas aller parce que je ne veux pas faire de peine à ceux qui m'aiment, c'est-à-dire ma famille. J'entends. Et un de mes neveux avait bien résumé ça, parce que quand j'ai perdu mon compagnon, qui était malade et tout, et puis c'est vrai, je m'occupais beaucoup de lui, je voulais lui donner une vie normale jusqu'au bout, c'est ce que j'ai fait pendant 8 ans. C'est ce que vous avez fait. Mais ce qui est normal. Mais je ruminais beaucoup de choses et tout, parce que c'était pas simple par rapport à sa famille et tout. Eh bien,
ma famille à moi, j'étais arrivée à 47 kilos, ma belle-sœur m'avait dit, on va te mettre à l'hôpital, hein, et puis on va te mettre des perfusions, arrête. Et mon neveu m'avait dit, écoute, prends bien soin de toi, mais je prenais toujours soin de moi, mais bon, j'avais pas le temps de manger, j'avais pas le temps de dormir, j'avais pas le temps de plein de choses. Et mon neveu, qui était Benoît, un de mes neveux, m'a dit, prends soin de toi, si tu le fais pas pour toi, fais-le pour nous, c'est tout. Voilà. Moi, et confusément, je crois que j'ai bien travaillé à l'école parce que pas pour maman qui était prof de lettres classiques, qui avait le recul sur tout, mais pour mon père qui aurait voulu être chirurgien, pour rendre vos proches heureux, quoi, en fait. Oui, quelque part, moi, je trouve du plaisir par rapport aux autres, quoi. Daniel, la croyance, la foi, ça fait partie de votre vie ou pas du tout? Oui, mais mon église enfin, c'est chacun son truc. Moi, c'est à l'intérieur. C'est quelque chose de très personnel et de très intime. Oui. Et mon papa était aussi croyant. Et un jour, il était allé à la basilique de Lisieux, parce qu'il est mort du cancer du déporté à l'entrée de l'estomac. Et ils étaient avec mes parents et mon frère en camping, parce que nous, le camping, dans la famille, on a fait les vacances, c'était le camping, c'était pas l'hôtel. Mais c'était vachement sympa. Et mon papa était allé à Lisieux. Et il y a eu un truc incroyable, c'est que des années et des années après, il y a pas très très longtemps, on m'a demandé de présenter la foire de Lisieux. Oui. C'est-à-dire où on vend des piscines, des meubles, des machins. Une foire commerciale. Une foire exposition. J'avais le contact avec les gens, c'était super sympa, j'adore faire ça. Et tout d'un coup, je vois arriver vers moi deux ecclésiastiques, enfin deux personnes qui viennent vers moi et me disent, on peut vous parler quelques instants? Alors j'ai dit oui, et c'est ça aussi les rencontres que permet la vie. Ce genre et puis la vie, et puis surtout la chance qu'on a quand on fait des métiers comme ça. Bien sûr. Et ils me disent, alors je dis bien sûr, je parle avec eux, et ils me disent, voilà, on a un cadeau, on vous a apporté quelque chose. Alors on voulait vous faire un cadeau. Je suis le nouveau vicaire, voici l'ancien vicaire, de la basilique. Et puis, il me présente quelque chose, et c'était la montre que les parents de Thérèse lui avaient offerte, et qui était, elle avait été évidée au centre, et il y avait des petites reliques, et j'avais le certificat d'authenticité. Ils m'ont offert ça. Et alors là, moi, évidemment, ça a été les grandes eaux, parce que j'ai pleuré, j'étais tellement émue là. Et puis c'était tellement surréaliste. Tout d'un coup, quelque chose de très spirituel. Et tout d'un coup, au milieu de la foire, alors il y en avait qui disaient, oui, nos piscines, vous avez moins 20% là-dessus. Et tout, c'était vraiment surréaliste. Et j'ai toujours je la garde précieusement, mais c'est surtout c'est pas tellement, c'est le fait qu'il soit venu vers moi, et puis c'est aussi le rapport, le lien qu'il y a avec mon papa. J'entends. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de fort. De très très fort. Et mais pour moi, de toute façon, même petite, beaucoup d'émotions. Je me disais quand même, les guerres quand j'ai étudié à l'époque, les guerres de religion, quand on nous expliquait l'histoire à peu près telle qu'elle était. Suivez mon regard. Je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Non, pas du tout. Puis je me disais, mais pourquoi il y a des guerres de religion qu'on croit, moi je disais, mais qu'on croit à un dieu poisson ou n'importe quoi, mais c'est la même chose. On croit à quelque chose, et c'est suivant là où on est né, c'est suivant les mœurs, c'est suivant les pays, c'est suivant la philosophie, la philosophie. Mais au bout du compte, on est vraiment tous ensemble. C'est un message qu'il fait bon entendre en ce moment. Oui, non, mais là, je crois qu'on en est très très loin. Daniel, vous avez choisi dans cette promenade musicale un artiste qui nous manque terriblement, qui est parti il y a maintenant un petit peu plus d'un an, au tout début de cette crise sanitaire, c'est Christophe. Ah oui, j'aimais beaucoup Christophe. Et de Christophe, vous avez choisi une chanson magnifique dont le texte est de Jean-Michel Jarre. On parle toujours de Jean-Michel Jarre, compositeur. Non, mais on le dit maintenant. On le dit depuis un moment. Hein. On sait maintenant que c'était aussi un grand auteur. Les mots bleus de Christophe, elle évoque quoi pour vous, cette chanson? Elle évoque tout simplement Christophe. Quand je le recevais, c'était un vrai bonheur. Et puis je me rappelle qu'une fois, on était dans un château. Je crois que c'était le château de Vaugoux, sur la route Jacques-Cœur. Oui. Et
bon, Christophe avait répété sa chanson là où on tournait, les différents lieux, on essayait de montrer un maximum de choses. Moi, je partais repérer avec l'équipe technique avant, et on voyait 50 lieux pour en choisir 5. Vous avez visité combien de villages en tout? Non, mais Vous j'ai pas avez visité combien de villages. Il n'y a pas un brin d'herbe qui m'échappe en France, et il n'y a pas un grain de sable. Et pas une montagne. Et le guide de routard fait par vous, c'est quand, j'y avais Daniel? pensé, mais j'avais pensé à une époque, je me disais, je pourrais, il y a longtemps, hein, je me disais, mais je pourrais faire ma France à moi, et ce tout. serait drôle. Bon, mais maintenant, Jean-Pierre Pernaut, après, a pris le relais. Après un petit peu le créneau. Oui, il a pris le relais, et en fait, c'est toujours la même chose. Il a fait des almanachs, des machins, des trucs. Moi, j'ai rien fait, j'ai pas pensé à monnayer. C'est quoi. ça, à faire des produits dérivés. On en revient à Christophe, à ce village où vous étiez. Oui, avec alors lui. donc, à 12h25, on dit, mais il est où, Christophe? Alors moi, je fais tout le tour en courant du château, puis parce que lui, il adorait jouer aux boules, hein. Il était connu, quand il allait tout le temps place machin, là. Délices. La place des Lys à Saint-Trope? Non, pas la place des Lys. Non, Alors, à Paris. à Paris. Aux Invalides. D'accord. Bon. Et alors, il jouait, mais je vais l'engueuler, hein, si ça continue. Je suis désolé, je suis pas très très bon aux boules. Bon, alors, il était en train de jouer tout seul aux boules, dans une allée, dans la boue. Moi, je lui dis, tu sais qu'il y a une émission, En direct. faudrait que tu viennes chanter. Non, mais c'était vraiment, c'était quelqu'un de... Un véritable artiste. Ah bah, mais tous, ils ont... Attendez, il y a pas de secret, hein. Il y a le fait qu'il y ait des gens pas connus et qui ont du talent, ça existe beaucoup. Mais des gens qui sont connus pour leur œuvre, pour ce qu'ils ont créé. Et qui tiennent et qui durent. Je suis désolé, c'est qu'ils ont quelque chose. Peu importe, ils ont quelque chose. Et c'est ce quelque chose qui m'intéresse. Le quelque chose positif, voilà. Et Christophe, c'était aussi un ovni. C'était pas un être humain comme tout le monde. Moi, j'adore quand les gens sont différents. Singuliers. Et que je peux les admirer, voilà. Quelqu'un qui avait le petit supplément que les autres n'ont pas, Christophe, les mots bleus. Ouais, enfin, ils ont tous un supplément, chacun est différent. Enfin, lui, il avait vraiment un talent très très particulier. Daniel, qu'est-ce que vous pensez de la télé d'aujourd'hui? On me demande tout le temps ça, mais la télévision a toujours été à l'image de la société. Et moi, les années 70, 80, c'était des années d'insouciance, enfin d'insouciance relative, mais d'insouciance, parce que nos grands-parents avaient vécu la guerre, et que donc ils prenaient ce qu'il y avait de positif dans la vie. C'est ça aussi la chance dans cette époque-là. Et qu'après, il y a eu tous les problèmes, le chômage, le sida, qui a beaucoup changé. Et maintenant, je pense qu'on est au bout d'un cycle, et que là, on est pour l'instant dans une bouillabaisse, et il va en sortir sûrement quelque chose de bien. Mais la télé est devenue marketing, et les médias sont devenus marketing. C'est ça le problème. Comme il y a les réseaux sociaux, c'est pas bon. Ça permet aux gens de sortir leur mauvais côté, puis de façon anonyme en plus. De façon, bien sûr. Ça excite la délation, ça excite la lâcheté, ça excite la haine, alors qu'on devrait plutôt aller vers la lumière. Si un directeur de chaîne vous appelait aujourd'hui et qu'il vous proposait un programme, qu'est-ce que vous diriez? Et qu'est-ce que vous auriez envie de présenter aujourd'hui? J'en sais rien. Moi, je peux m'adapter à tout. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on me propose quelque chose, et après, je le fais mien. Mais moi, j'ai toujours besoin qu'on me propose. Moi, je peux pas répondre comme ça, hein. Et de toute façon, je me demande bien qui irait me chercher. Oh, écoutez, il y a beaucoup de gens qui écoutent, vous savez. Oui, non, mais je passe dans beaucoup d'émissions. Alors, c'est vrai que en ce moment, enfin, depuis pas mal de temps, et je le vois aussi même dans ce que me disent les gens parce que bon, c'est vrai que j'ai une chance inouïe, c'est que les gens me parlent. Enfin, j'ai l'impression d'être dans la rue de mon enfance, où je connaissais tout le monde en France. Bon. Mais vous êtes dans les foyers des gens depuis des années. Oui, mais même il y a des jeunes, il y a de tout. Enfin, mais on discute, et je vois qu'il y a des gens. C'est parce que, comme on passe beaucoup d'extraits, faut dire que j'ai bien fait de faire l'émission, parce que je me demande ce qu'on mettrait dans les émissions de télé. Lina vous dit merci. Oui, il me dit merci, c'est ça, il me met une bonne poignée de main. Donc, je crois que c'est parce que les gens, et les jeunes qui n'ont pas connu cette époque, ils ont la nostalgie.
De cette époque. De cette époque-là, parce qu'ils sentent que... Les 30 Glorieuses. Oui, non, mais c'était surtout que on pouvait on avait de l'espoir, on n'était pas dans un monde d'interdit, parce que ça va bien de parler qu'il y a eu 68, il est interdit d'interdire. Là, tout est répressif. Attention, vous garez, alors là, maintenant, ça va augmenter. D'ailleurs, ça a bien augmenté. Si vous faites ça, vous êtes puni. Si vous faites ça, vous avez une amende. Si vous faites ça... attends, la vie, c'est la vie. Bon, après, je parle pas du Covid. Hein. Oui. Je me permets pas de juger parce que c'est mondial, parce que c'est quand même un truc auquel on n'était pas très préparé et que c'est normal de faire. Moi, je trouve que bon, franchement, je trouve que étant donné qu'on nous dit un vaccin qui est peut-être pas tout à fait un vaccin, mais qui protège contre les formes graves, bah c'est déjà très bien qu'on ait inventé ça. Bien sûr. Et pourquoi ça a été rapide? Parce que tout va plus vite maintenant. Mais bon, il y a des fois des choses qui sont un peu bizarres, quoi. J'entends. Daniel, vous êtes durant des années, vous avez été déjeuner chez les Français durant des années. Des millions de gens vous connaissent, toute génération. Pour autant, avez-vous l'impression que les gens aient une réelle image de vous, et la vraie image de vous? Oh non, mais je me pose pas. Je t'ai déjà dit, je ne me pose pas de questions. Tu me vois, mais bon, comme on se tutoie, moi je peux pas. Hein. Bon, alors. Faites comme vous voulez, Daniel. Voilà. Je vous tutoie, mon cher. Non, mais moi je calcule pas ça. Je m'en fiche. Moi, je donne pas. J'ai pas envie de jouer la comédie. Moi, je suis dans la vie comme ailleurs. Partout, je suis la même. Bon, et puis les gens, ils reçoivent ce qu'ils veulent. C'est normal qu'on reçoive une image. Il y a des choses que dans ce parcours vous regrettez aujourd'hui ou Ah non, mais je regrette rien. Oh là là. Non, je ne regrette rien comme de Piaf, rien. Comme Piaf. Oui, mais je le chanterai pas. Hein. J'ai pas les cordes vocales pour. Hein. Je vous rassure en régie. Toujours dans les chansons de votre vie, vous avez choisi un de vos invités les plus récurrents, c'est Clo-Clo et Magnolia Forever. Oui. Alors, vous parliez de Lina et des séquences cultes. Il y a une séquence quand même qui est absolument géniale. Oui, quand il arrivait. Alors, il y en a qui ont raconté qu'il était en retard. Il n'était pas en retard. On était à Argelès-sur-Mer et les renseignements généraux étaient là. Nous avaient dit. Il y a 80 000 personnes, c'est-à-dire à Argelès, c'était en plein été, mais vraiment c'était une barrière. Et on nous avait prêté une maison comme loge. Moi j'étais dedans avec Claude et tout ça. Puis moi c'est normal, je vais plus tôt sur le plateau. Et lui il arrivait qu'au dernier moment. Et pour chanter sa chanson. Voilà, c'était ce qui était normal. Sauf il pouvait pas passer tellement il y avait de monde et que les gens étaient agglutinés sur lui et tout. Culte, ça. Bah oui, j'ai improvisé pendant 25 minutes. Il est arrivé à la fin. Ça fait la joie de tous les bêtisiers de France et de Navarre. Mais pourquoi j'ai choisi Magnolia Forever? Pourquoi, justement? C'est un jour où il est arrivé dans l'émission, je me souviens, il était habillé pas comme d'habitude, pas avec des paillettes. Il avait une tenue plus sport, c'était en blanc, et puis le pantalon mécano, là, oui. enfin, mécanicien, tu veux, avec des poches et des trucs. Bon. Salopette. Non, pas salopette. Non, pas salopette, mais un peu... je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, un pantalon sportwear. Voilà. Et il était habillé en blanc. Et c'est ce jour-là, d'ailleurs, Michel Drucker avait passé l'interview dans une émission où il rappelait Claude, il y a pas très longtemps. Et là, il m'avait dit, mes enfants seront ma continuité. Je me souviens, il m'avait dit ça, et il avait chanté Magnolia Forever, et il est parti peu de temps après. C'était 2 mois avant qu'il s'en aille. C'était subliminal. Ça m'avait un peu déjà quand il était venu, je l'avais trouvé différent pour parler, c'était un petit peu différent. C'était pas le clo-clo dynamisé que l'on connaissait. Si, il était dynamique, mais il montrait plus de sensibilité. De vraie sensibilité. Et plus de lui-même. Et c'était un nouveau parolier aussi qu'il chantait à l'époque, puisque c'était Étienne Rodagil qui lui avait écrit cette chanson. C'était aussi un virage artistique. Oui, mais quand même. Et cette chanson, c'était bizarre. C'était bizarre et l'interview était bizarre surtout. On a tout entendu sur Clo-Clo. Quel souvenir vous en gardez? J'ai le souvenir de quelqu'un qui était très professionnel, qui le rendait très exigeant pour lui-même et pour les autres, ce qui a fait dire qu'il était dur, et ce n'est pas vrai. Il avait une très grande sensibilité, et il était très humain. Et moi, un jour, je vais en Corse, et puis on me fait sauter mon car.
régie, il restait qu'une caméra. Alors, Sheila et Sacha Distel pouvaient pas rester. Alors, un jour, on n'a pas fait l'émission, puis on m'avait envoyé un quart de montage, donc avec une caméra et un bout de carton, on a quand même fait une émission, mais on la faisait comme ça. Et Une émission de fortune. Et mais des belles images, parce que Jacques Pierre, le réalisateur, était très doué. Il criait beaucoup, mais il était très doué. Et Clo-Clo? Et Clo-Clo, je l'appelle, je lui dis, mais est-ce que tu peux venir nous dépanner? T'as pas besoin de venir avec les Claudettes et tout, puisque c'était pas payé, on payait pas les voyages et tout ça. Eh ben, il est venu avec ses Claudettes, à ses frais, avec son avion privé pour nous dépanner. Chapeau, alors monsieur. qu'il n'avait pas besoin de faire de promo. Voilà. Comme on dit. Magnolia Forever, Claude François. Oui, et Claude François Forever, hein, c'était ça. C'est dingue, il a une carrière post-mortem presque plus importante que la carrière de son vivant. Oui. Les enfants, les gamins de 12 ans le connaissent, fredonnent ses chansons, les gens dansent dans les boîtes de nuit, enfin quand elles sont ouvertes et quand on y va, hein, parce que moi on peut pas dire que elles vont se réouvrir. On peut pas se parler, alors vous pensez bien que c'est pas un endroit qui me convient, il y a trop de bruit. Ah bon, parce que vous aimez parler, vous? Non, mais je sais, je connais mes défauts. Je ne m'en rends pas compte du tout. Il faut pas appuyer sur un bouton en me lançant sur quelque chose, je suis pénible. Absolument pas. C'est un plaisir de vous écouter, Daniel. Qu'est-ce qui vous fait courir aujourd'hui? C'est quoi votre moteur? L'amour de la vie? Ah ben moi j'ai toujours été carpe diem. Je profite de l'instant présent. Parce que d'ailleurs, rien de ce que j'avais prévu n'est jamais arrivé. Hein, je voulais faire un métier, je vous en avez fait un ailleurs, enfin jamais. Mais même le matin, je me dis tiens, j'ai envie de faire ça, et il y a quelque chose qui vient et je suis obligé de faire autre chose. C'est bon. Alors moi, je vis l'instant présent. Et puis moi, ce qui est le plus important, c'est c'est ma boule d'affection. Je sors pas de là. Moi, c'est l'humain, c'est ma famille, mes petits-neveux, tout ça pour moi, c'est d'une importance capitale. Vous en parlez avec de la lumière dans les yeux. Daniel, on arrive parce que ce sont des lumières. J'entends bien, et je pense que nos auditeurs l'entendent aussi. On arrive à la fin de notre promenade en chanson. Et une question que je pose à tous nos invités. Aujourd'hui, quel est le plus beau cadeau que ce métier vous ait fait? Eh ben, le cadeau que m'a fait ce métier, qui pour moi n'en est pas un, c'est de me donner l'occasion de rencontrer énormément de personnes, pas seulement, je parle pas des gens magnifiques, c'est vrai, j'ai reçu des tas de gens extraordinaires, hein, vraiment. Mais je parle surtout du lien que j'ai avec des personnes du public. Avec les gens, des vrais général. Gens. Je sais pas des vrais gens, c'est des vrais gens aussi. Hein, mais des vrais gens du quotidien. C'est les gens. Pour moi, il n'y a pas de différence. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé mettre des gens qui ne font pas ce métier-là et des gens dans le métier et d'être connus et des vedettes. L'ombre et la lumière. J'adore. Non, c'est pas l'ombre et la lumière. C'est pas l'ombre d'être normal. C'est pas le nirvana. Non. Attention, Frédéric, fais pas entendre aux jeunes que c'est le nirvana d'être connu. Pas du tout. Je n'ai pas dit ça du tout, Daniel. Parce que les téléréalités, elles font ça. Et il y a des gens qui souffrent beaucoup. Je n'ai pas du tout dit ça. L'ombre et la lumière. Il y a la lumière que l'on met sur des gens. Oui, tu veux dire des projecteurs. Voilà. Merci. Voilà. On y arrive. Oh là là, c'est dur parce que tu sais, quand être connu, on peut aussi être sur une étagère à télé-shopping et ça ne présente aucun intérêt. Ah bon, donc vous voulez pas faire télé-shopping? Daniel, on arrive à la fin de ce voyage. J'invite nos auditeurs à aller vous applaudir sur scène, grosse chaleur. Pièce de Laurent Ruquier, vous êtes pas un petit peu mise partout. En scène par Anthony Marty, on va un petit peu partout en France et ça dure 2 ans. Faut savoir que ça dure 2 ans et on rit beaucoup. N'attendons pas 2 ans pour venir vous voir. Et je voudrais quand même nommer ceux qui jouent avec moi parce qu'ils sont top, vraiment top. Jean-François Galotte, Petroni Imos, Ida D. Voilà. Oui, Ida D. Ida D. Morgane Laquer, qui est notre Benjamin, et puis Laurent Mantec. Et franchement,
c'est des pointures en théâtre et on est une famille. Mais écoutez, Et cette famille, c'est dans l'histoire, mais c'est aussi dans la vie qu'on est devenu une famille de cœur. Voilà. c'est une famille qu'on aura beaucoup de plaisir à aller applaudir partout en France. Daniel, c'était un plaisir de vous accueillir ici. Vous êtes ici chez vous, vous revenez quand vous voulez. Oui, parce que je pense qu'on s'est pas tout dit. Hein. Il y a pas Oui, encore plein. non, mais faites gaffe, parce que avec moi, ça dure trop longtemps. Et déjà, je regrette d'avoir trop parlé. Pour notre plus grand plaisir. Daniel, merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir à tous.